Donc nous, on est du collectif Féministes contre le viol, Christine Leverrier qui est administratrice et je suis Gabriela Bravo, je suis la coordinatrice. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter une étude qu'on a faite sur l'impasse des prescriptions. Avant, peut-être que vous nous connaissez, mais quand même au cas où, on est donc le collectif Féministes contre le viol. On tient la permanence téléphonique Viol Femmes Information. Rapidement, ça fait 30 ans qu'on écoute les femmes victimes de viol à cette permanence téléphonique. Donc vous devez connaître le numéro par cœur si vous ne le connaissez pas déjà, le 0800 05 95 95. On vous mettra de la documentation après, et notamment l'étude qu'on va vous présenter, vous aurez un support écrit à la fin, vous pourrez vous servir. Et donc le collectif il s'est créé en 85 à la suite de viols qui avaient été commis dans l'espace public avec des témoins qui n'avaient absolument pas agi. Elles se sont dit qu'il fallait faire quelque chose, et puis un an après, elles ont ouvert, avec le soutien de la ministre Yvette Roudy, la permanence téléphonique Viol Femmes Information, le 8 mars 1986. Et on a fêté nos 30 ans cette année. Et cette permanence, elle est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 19h. Elle est gratuite, c'est gratuit, y compris depuis les téléphones portables. C'est anonyme, et ça c'est fondamental. Et en même temps, il y a une possibilité de suivi, avec un petit code dont on convient à la fin de l'appel. Voilà. Et ça marche aussi gratuit depuis les DOM. Rapidement, on fait cette permanence, on anime cette permanence téléphonique. On fait aussi des groupes de parole, même si pour l'instant il n'y en a pas. On fait de la formation de professionnels. C'est plus de 3000 professionnels formés en 2016 par notre équipe. Sensibilisation du grand public avec des événements comme celui-ci, avec des campagnes. On participe activement aux instances publiques, où on offre notre expertise sur la question. On réalise des études statistiques comme celle d'aujourd'hui qui sont basées sur les témoignages qu'on a reçus. Aujourd'hui, on a plus de 52 000 témoignages de femmes qui ont témoigné de violences sexuelles, de viols, d'agressions sexuelles. Et c'est ça qui nous permet, nous, ensuite, de porter les revendications du collectif. Et puis, on publie des documents d'information et d'accès aux droits, dont un livret dont je vous parlerai à la fin, que vous pouvez télécharger sur notre site. Alors, l'impasse des prescriptions. L'impasse des prescriptions, pardon. Le 1er juillet 2015, il y avait donc ce projet de loi qui était déposé à l'Assemblée nationale, où les rapporteurs estimaient que les règles actuelles de la prescription étaient, je cite, « inadaptées aux attentes de la société et aux besoins des juges en matière de répression des infractions ». Cette loi, elle a été adoptée le 27 février dernier, et elle définit des nouveaux délais. La prescription, c'est le délai à ne pas dépasser pour pouvoir engager une action en justice. C'est-à-dire qu'une fois ce délai passé, il n'y a plus de plainte possible, il n'y a plus de poursuite au pénal. Alors, pour les victimes mineures, si elles ont été victimes d'agressions sexuelles, c'est 10 ans à compter de leur majorité depuis la loi du 10 mars 2004. Pour les victimes de viol, c'est 20 ans à compter de leur majorité depuis la loi du 10 mars 2004. Et avec la nouvelle loi qui est passée, pour les victimes majeures, ce sera, donc ça va doubler les délais, donc pour les victimes de viol, 20 ans à compter du moment où les faits ont été commis, pour les victimes d'agressions sexuelles, 6 ans, pardon. Donc c'est la même chose en fait que pour les mineurs. À savoir que en France, la loi n'est pas rétroactive, c'est-à-dire que ça vaut pour les personnes pour qui ce n'était pas prescrit au moment où la loi est passée. Et à savoir aussi, il n'y a toujours pas eu de décret d'application, donc il faudra vraiment faire attention sur le temps en fait, de la prescription où ça s'appliquera. Et vraiment, moi, je vous encourage à appeler des numéros comme le nôtre où on pourra vous répondre, ou d'aller voir des bureaux d'aide aux victimes ou des CIDFF avec des juristes, parce que si au collectif, justement, on est pour l'imprescriptibilité, c'est aussi que ça complique énormément les choses et que là, ça devient des calculs assez compliqués pour calculer ces délais-là. Quelque chose qu'on ne comprend pas, moi en tout cas, puisque vous dites que dans la première loi, c'était 20 ans après la majorité, n'est-ce pas? Alors que là, c'est 20 ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Ce qui fait que... Oui, ça c'est... Alors, mineur et majeur. C'est après 18 ans. Ça jusqu'à 38 ans, mais ça n'a pas changé. Alors ça a doublé pour tout le monde, ça n'a pas changé. Vas-y, réponds, Gabriel. Ah bah oui, j'attends qu'il finisse. Il faut répondre aussi, Manu. Non, c'est moi qui parle. Voilà.
Donc, les mineurs, si la personne était mineure au moment des faits, elle a 20 ans à compter de sa majorité pour porter plainte, puisqu'évidemment, avant ses 18 ans, c'est aux parents et aux responsables de le faire et pas à elle. Avant, la loi qui vient d'être adoptée, et encore maintenant, puisqu'il n'y a pas eu de décret d'application, si une femme a été victime alors qu'elle avait plus de 18 ans, elle a 10 ans. Pardon ? Il peut avoir les deux, hein, femme ou homme. Oui, tout à fait. Alors, pour une fois, ici, on fera la règle de masculin l'emporte sur féminin. Nous, on le fera à l'envers, mais évidemment, on parle aussi des hommes. Voilà. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas changé, puisque de toute façon, la loi n'est pas applicable. Voilà. Mais toutes les discussions qu'on a, ça montre à quel point c'est compliqué, à quel point il faut des calculs quand même, ça prend du temps. Et il faut prendre le temps aussi de faire ces calculs, il ne faut pas répondre à la va-vite. Et puis du coup, ça justifie une de nos revendications. Tu dis que ça double. Ça double. Ça va doubler, oui. Une de nos revendications, c'est l'imprescriptibilité des crimes de viol, des crimes contre la personne, puisque s'il n'y a pas ces délais de prescription, du coup, une personne peut engager des poursuites contre l'agresseur sans délai de temps. Évidemment, après, c'est à la justice de voir s'il y a assez d'éléments de preuve, mais en tout cas, elle peut poursuivre si nécessaire. Voilà. Et l'imprescriptibilité des crimes contre la personne, c'est une revendication qui n'est pas une dictature de l'émotion, comme ça a pu être dit par certains, mais vraiment qui revient, et c'est une revendication qu'on a qui s'appuie sur nos témoignages, pour la libération de la parole des victimes et parce que ça a des conséquences lourdes qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez une pétition qui est téléchargée sur notre site, qu'on a créée en 2008 d'ailleurs, que vous pouvez et que vous aurez dans vos livrets qu'on mettra à la fin. Voilà. Aujourd'hui, notre étude, ça va être sur la parole vraiment des personnes qui nous ont appelés. On a étudié les années 2012 et 2013 et sur les premiers appels, donc les femmes qui nous appelaient pour la première fois, c'était 92% de nos appels étaient des femmes. 662 étaient victimes d'agressions sexuelles ou de viols prescrits. C'est-à-dire qu'un septième des nouvelles victimes qui nous appelaient pour des faits pour lesquels il n'y avait plus d'action en justice possible. Et elle nous dénonçait, parce qu'on peut avoir été victime à plusieurs reprises au cours de sa vie, 788 agressions sexuelles et viols prescrits. Elles avaient, pour information, un âge médian de 44 ans. Donc elles appelaient pas si longtemps que ça après les délais de prescription. Ce qu'on voit aussi dans ces appels-là, c'est que la stratégie, elle a pour but d'imposer le silence. Et ça, l'agresseur, il en est conscient. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les 52 000 récits qu'on a eus au collectif féministe contre le viol. 7 crimes ou délits sur 10 étaient commis dans l'enfance. 9 agresseurs sur 10 étaient connus de la victime. Plus d'un sur 2 faisait partie de la sphère familiale, donc vraiment ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais à savoir qu'1 sur 10 aussi était un conjoint. Et un tiers faisait partie de la sphère dite extra-familiale, c'est-à-dire hors dehors de la famille et du couple. Donc au sein de la famille, plus de la moitié des appels pour lesquels les faits étaient prescrits, concernaient des agresseurs familiaux. Ce qui montre la difficulté de parler pour ces victimes, le silence qui est imposé, puisque alors que dans nos appels, elles représentent de manière générale un quart des appels, là, c'était la moitié. Parmi ces victimes d'inceste, 9 sur 10 avaient été victimes dans l'enfance. C'était majoritairement, comme on l'a vu ce matin dans l'enquête Virage, des pères, 128, des frères et des oncles, donc un entourage familial très proche. 86% des victimes d'inceste étaient violées de manière répétée par les agresseurs et 17 étaient violées en réunion. Alors je vais ponctuer par des récits. Laura a été violée par son père. Il a aussi agressé ses sœurs et d'autres femmes, dont certaines ont eu des enfants du viol. Il terrorise l'ensemble de la famille, torture tout le monde. Les viols ont continué quand elle était adulte. Elle n'a jamais osé porter plainte. Voilà. À savoir aussi qu'en ce qui concerne les agresseurs conjugaux, on a dit que c'était 10% de ces appels-là, et une femme sur 5, puisque là c'était 100% de femmes, une femme sur 5 était mineure quand les violences ont commencé, quand les violences sexuelles ont commencé. Puis dans les agresseurs en dehors de la famille, on va quand même noter aujourd'hui, même si ce n'est pas directement le sujet, que beaucoup mettaient à profit leur profession et agressaient avec autorité, pompiers, militaires, policiers, photographes, médecins, psychiatres.
Et ça fait partie de la stratégie de l'agresseur pour mettre sous le silence. Et de manière générale, donc on l'a dit tout à l'heure, 662 victimes qui révèlent 788 agressions prescrites, ce qui ne tient pas en compte celles pour lesquelles elles pourraient encore porter plainte. 70% des agressions répétées, de manière générale, et une victime sur 10 violée en réunion. Alors ces témoignages, ils nous ont aussi appris autre chose. C'est que si elles ne peuvent pas parler, c'est parce que l'impunité, non seulement il y a la stratégie de l'agresseur qui est mise en place, mais il y a une impunité qui est renforcée par des alliés directs ou indirects des agresseurs qui vont bloquer la parole de ces victimes. Dans la famille, d'abord, des membres de la famille qui vont refuser de voir, d'entendre, des familles maltraitantes, violentes par ailleurs, des familles qui vont prendre ouvertement le parti de l'agresseur, qui vont continuer à voir l'enfant, savoir l'enfant être victime de viol et quand même le laisser en contact avec l'agresseur, et qui ne vont pas protéger leur enfant. Les parents de Valérie sont en grande difficulté et ne sont pas en capacité de s'en occuper. Elle est placée en famille d'accueil avec sa sœur. Dans la première famille, elle est battue, étranglée régulièrement. Dans la deuxième, le fils de la famille d'accueil, qui est au courant de ce qu'elle a subi, la viole et répète les violences infligées dans la première famille. Elle a trop peur d'être séparée de sa sœur, alors elle se tait. Elle n'en parlera qu'à 38 ans et sa sœur ne la croira pas. Donc d'autres parents sont au courant mais ne font rien pour protéger leur enfant. À 7 ans, Eva est violée en réunion par des garçons de son école. Quand le compagnon de sa mère l'apprend, il la frappe et commence à la violer régulièrement au domicile familial. Sa mère est au courant, mais elle ne fera rien, allant jusqu'à se moquer d'elle, la rabaisser. Mais c'est aussi des professionnels qui vont intervenir, qui vont apparaître au cours de la vie de la victime et qui ne vont pas agir. On rappelle quand même qu'en tant que professionnel, on a l'obligation de signaler des faits où on a connaissance d'un danger ou de faits graves commis sur l'enfant. C'est l'article 434-3 du Code pénal. Et tous nos appels, à chaque fois, quand il y a des viols qui ont été commis dans l'enfance, il y a eu des signes, parce que les enfants parlent directement ou indirectement, mais montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les professionnels ne font rien. Enfin, pas tous, évidemment. Mais du coup, on a souvent quand même ce parcours. Eva se rend seule à l'hôpital, alors qu'elle vient d'être violée par son beau-père. L'équipe est inquiète et appelle la mère, qui refuse de porter plainte. Aucun signalement n'est fait, et Eva rentre chez elle, où elle est violée de nouveau. C'est un voisin, témoin de nombreuses violences physiques, qui finit par s'opposer à l'agresseur et le dénoncer. Elle sera placée, mais lui ne sera jamais jugé. Voilà. Donc on voit et des professionnels qui font leur travail et des professionnels qui ne vont pas jusqu'au bout, puisque l'agresseur ne sera jamais condamné, même si on a estimé que le danger était réel et qu'on a cru l'enfant, puisqu'elle a été placée. Il y a aussi des attitudes qui peuvent décourager une victime de parler, enfant ou adulte, le manque d'empathie des professionnels, le refus dans le cadre de la plainte de prendre une plainte par les services de l'ordre, des informations erronées concernant les délais de prescription, puisque justement on l'a vu tout à l'heure, c'est compliqué, et puis des correctionnalisations qui ont des effets dramatiques. Justine porte plainte. Son avocat et le juge d'instruction lui conseillent d'accepter la déqualification. Mais quand arrive la date du procès, on lui dit qu'il y a une erreur sur les dates. Les faits sont maintenant prescrits. Elle sera dédommagée au civil, mais après 10 ans de procédure. Le son, ça marche directement? C'est bon? On va essayer. Il y a du son, j'essaye. Surprise. Ouais, super. Ça recommence là. Ouais. Vous avez mis au maximum là? Oui. D'accord. Donc ça, c'est une campagne du collectif féministe contre le viol sur l'inceste. Cette enfant est la plupart des enfants, sage, obéissante. Elle est toujours à l'écoute des grandes personnes, toujours en quête d'apprendre de nouvelles choses. Elle fait la fierté de sa famille. Et pourtant elle souffre d'insomnie, de cauchemar. Elle grandira mal, aura des pensées suicidaires et fera sa première tentative. À 12 ans. Tout ça parce qu'il écoute son papa qui lui dit que c'est normal.
toujours raison. Un enfant n'est jamais consentant. L'inceste est toujours un crime. Changeons la loi. Alors cette campagne, elle a eu beaucoup d'écho, parce qu'elle déjà elle est très belle. Depuis, la loi, elle a quand même changé. Maintenant, l'inceste est reconnu dans la loi puisque ça avait été supprimé suite à une question prioritaire de constitutionnalité déposée par un agresseur, évidemment. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit reconnu comme une caractéristique, c'est-à-dire que le viol, c'est commis par contrainte, menace, violence sur surprise. Il faut prouver l'un des 4 faits pour montrer qu'il y a eu viol. On voudrait que l'inceste soit une caractéristique et qu'il n'y ait pas besoin de montrer quand c'est impair qu'il y avait contrainte, menace, violence ou surprise, ce qui pour l'instant est le cas. Voilà. Cette vidéo pour vous introduire le fait que les conséquences, elles sont lourdes. Elle nous en parle aussi des conséquences sur leur vie personnelle avec un manque de confiance dans les autres, une colère qui est parfois difficile à contrôler, une grande solitude, des rapports conflictuels avec leurs enfants. Samia a été prostituée par son grand-père quand elle était enfant. Cela a duré une quinzaine d'années. Les viols à répétition ont causé de nombreuses grossesses. La famille complice de l'agresseur organisait de nombreux avortements clandestins et accouchements sous X. Elle ne se souvient plus combien. Elle a fui, mais n'a jamais pu en parler. Elle a eu des enfants désirés, mais de gros problèmes relationnels avec eux. Les idées suicidaires ne la quittent jamais. Des conséquences sur leur vie professionnelle aussi. Ça va commencer à l'école avec l'échec scolaire, l'arrêt des études, des filières d'études non choisies, mais aussi un impact sur leur relation de travail et notamment des arrêts de travail répétés que l'employeur ne va pas toujours comprendre, des réorientations professionnelles non choisies. Et puis ça va avoir un impact sur leur santé physique et psychique. Alors là, on a listé dans tous ces appels prescrits, tout ce qu'elles nous ont dit, elles, les conséquences qu'il y avait eu sur leur vie. Donc elles sont nombreuses, troubles obsessionnels du comportement, dépression, problèmes de concentration, problèmes gynécologiques, tout ça, en tant que professionnel, c'est des choses qui doivent alerter. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne a des troubles du sommeil qu'elle a été victime de viol, par contre c'est clairement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une chose plus une autre, ça doit alerter et ça doit amener le professionnel à poser des questions. Linda est violée par son frère. Quelque temps après, elle souffre de maux de ventre et se rend à l'hôpital. Il se trouve qu'elle fait un délit de grossesse suite au viol. Elle est en fait en train d'accoucher. Alors on a vu comment l'agresseur il met en place une stratégie, comment les agresseurs mettent en place une stratégie pour qu'elles ne puissent pas parler. Parce que la prescription, c'est ça. Elles n'ont pas pu parler avant le délai qu'elles avaient pour porter plainte et dénoncer l'agresseur. On s'est demandé alors qu'est-ce qui faisait qu'elles parlaient 10, 20 ans après. Pourquoi parler une fois ce délai passé ce qu'elles nous disent, c'est déjà qu'elles vont mieux. Elles se sont reconstruites, elles n'ont plus peur de l'agresseur, elles ne sont plus sous terreur. Et elles ont eu des soins adaptés, parce qu'il y a aussi des professionnels qui les accompagnent dans ce processus. Et elles sont en capacité de dénoncer, et à ce moment-là, c'est prescrit. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans le cadre d'un procès conjugal, pour viol conjugal, où on était partie civile. Il y avait 3 victimes du même agresseur. La policière avait retrouvé 7 victimes du même agresseur conjugal. Il y en a qui témoignaient du coup, qui étaient partie civile puisque ce n'était pas prescrit, et les autres témoignaient, mais n'étaient pas considérés comme des victimes dans la procédure puisqu'il y avait prescription. Donc elles pourront après contacter la CIVI, avoir des dommages et intérêts, puisqu'il y aura eu ce procès-là, ce sera plus simple, mais elles ne sont pas reconnues elles-mêmes comme victimes dans le cadre de la procédure. Il y en a aussi qui parlent parce qu'elles ont appris que l'agresseur il était toujours en contact avec d'autres victimes potentielles. Elles n'avaient pas du tout envie de parler à ce moment-là. Il y a aussi le choix de ne pas porter plainte. Mais il y a des victimes en danger, il y a des femmes en danger, des enfants en danger, et du coup, elles vont parler. L'agresseur de Sarah travaille aujourd'hui dans une association prenant en charge des personnes handicapées. Il l'avait violée alors qu'elle était en maison de repos. Elle ne veut pas qu'il viole d'autres femmes, alors elle veut porter plainte. Il y a aussi ces femmes qui retrouvent des souvenirs après longtemps, la mémoire traumatique, qui se réveille, et du coup elles sont à ce moment-là en capacité de parler. Mais c'est pareil, les souvenirs sont revenus avec une violence intense. Flavie Flament, justement, on en parlait tout à l'heure, on parle très bien dans son livre La Consolation. Et là, elles ne peuvent plus porter plainte contre l'agresseur.
Et puis elles pensaient qu'elles étaient seules, qu'on ne les croirait pas, et en fait elles ne le sont pas. Samia, prostituée par son grand-père et ayant suivi de nombreux avortements clandestins, a longtemps occulté les violences. Aujourd'hui, les souvenirs reviennent. Elle est révoltée et du fait de la mémoire traumatique, elle veut faire lever la prescription. Donc elles ressentent, je vais faire vite, il faut finir, elles ressentent un fort sentiment d'injustice qui revient régulièrement dans nos appels et qu'on doit, nous, en tant que professionnels, après, les aider à gérer. On m'a dit « Madame, il y a prescription ». Une horreur. J'ai le droit de rien. Moi, j'ai subi. Eux, ils ont une belle vie. Et moi, de la merde. On m'a dit d'aller voir un avocat qui m'a répondu « Madame, il fallait vous réveiller avant ». Alors malgré tout, il y a d'autres démarches quand même. Il n'y a pas de plainte possible, mais il y a d'autres démarches. Déjà de parler, comme vous l'avez vu, ce sont toutes des femmes qui ont appelé la permanence téléphonique, parfois 60 ans après les faits. Et ça leur a fait du bien, parce qu'elles ont trouvé l'écoute qu'elles auraient dû trouver depuis tout ce temps-là. Elles peuvent essayer d'écrire une lettre au procureur de la République, ce qui a été fait en commençant par « Je sais que pour moi les faits sont prescrits, mais je tiens quand même à vous signaler les faits suivants ». Et elles expliquent ce qui s'est passé. Et puis, il y a des démarches au civil. Juste ce dernier témoignage, il est bien. Il l'a violée quand elle avait 15 ans. Il était surveillant dans son lycée. Aujourd'hui, elle en a 45. Elle a avancé dans sa vie et ne souhaite pas porter plainte. Mais quand elle a appris qu'il était désormais enseignant et qu'il donnait des cours de tennis dans un centre aéré, elle a écrit au procureur de la République pour lui dire ce qu'elle avait subi et pourquoi elle s'inquiétait aujourd'hui. Les services de police l'ont convoquée pour l'entendre. Il y aura une enquête, malgré la prescription. Voilà. Et ça, c'est une femme que j'ai eue directement au téléphone, qu'on a accompagnée dans sa lettre au procureur, parce que c'était vraiment pas une démarche évidente pour elle. On l'a aidée à écrire cette lettre-là. On a été là aussi avant qu'elle soit auditionnée par les policiers, et ça s'est bien passé. Et il y a eu une enquête, et parce que c'est vraiment un agresseur dangereux. Voilà. Et puis il y a des démarches au civil, on ne va pas détailler là, mais vous avez un livret juridique que vous pouvez télécharger sur notre site qu'on vient de rééditer. Pour conclure, les appels reçus à Viol Femmes Information montrent que les victimes de viol nous contactent souvent, plusieurs années après les faits. Nombre d'entre elles n'ont plus la possibilité de porter plainte, car le délai de prescription est dépassé. Les stratégies des agresseurs sexuels, les amnésies traumatiques impliquant des retours de souvenirs tardifs, les difficultés à trouver aide et soutien dans notre société sont autant d'obstacles à l'identification de la violence subie et à sa dénonciation, notamment judiciaire. La prescription est une violence supplémentaire pour les femmes ayant été violées et un passe-droit pour les agresseurs. Merci.